Bienvenue dans Déshabillez-vous, l'émission dans laquelle je reçois pour vous une personnalité qui vient se mettre à nu, là, sous vos yeux. Aujourd'hui, c'est une présidente d'association que je reçois. L'association s'appelle Apprends-moi à comprendre et la présidente s'appelle Marie-Dominique Papal. Mais avant de parler avec Marie-Dominique Papal, je vous propose de regarder son portrait. Marie-Dominique Higuéo Papal est née au Gabon, d'un père médecin et d'une mère assistante sociale. Tous les deux ont eu de hautes fonctions politiques dans les ministères. Elle est la quatrième d'une fratrie de 6 enfants et passe une enfance belle et paisible dans son pays natal. Elle arrive à l'âge de 10 ans en France pour poursuivre ses études. Chercheuse en philosophie politique et éthique appliquée, elle est diplômée de l'Université Paris IV, la Sorbonne. Dans ses différents travaux, elle aborde la question des identités culturelles et leurs enjeux dans la société démocratique contemporaine. Elle est aujourd'hui enseignante en philosophie en lycée. En 2013, elle fonde l'association Apprends-moi à comprendre pour faire découvrir aux plus jeunes les richesses du patrimoine culturel de l'Afrique. Très attachée à l'Afrique, son continent d'origine, elle milite depuis de nombreuses années pour que les enfants afro-descendants aient accès à leur héritage culturel et que pour leurs droits soient respectés à travers le monde. Mère de 4 enfants, Marie-Dominique Higuéo Papal est mariée à Steve Papal. Elle vient de sortir aux éditions Apprends-moi à comprendre son premier ouvrage, Le monde d'Inina, une initiation à la réflexion philosophique destinée aux enfants dès l'âge de 7 ans. Marie-Dominique Papal Igobo, bonjour. Vous êtes donc la présidente de l'association Apprends-moi à comprendre. L'association Apprends-moi à comprendre, qu'est-ce que c'est, depuis quand ça existe et quel est le but de l'association? Alors l'association Apprends-moi à comprendre existe depuis septembre 2013 et son objectif majeur est de permettre aux enfants en général et particulièrement à ceux originaires de l'Afrique et de la diaspora de découvrir leur patrimoine culturel à travers des sorties culturelles, des ateliers de découverte d'histoire, de langue. Alors, pourquoi avoir créé cette association? Est-ce que c'est parti d'un constat, le constat que l'enfant noir ne connaissait pas son histoire ou il n'y avait pas de structure capable de lui apprendre son histoire, il fallait faire ça? Je dirais pas enfant noir, mais je dirais afro-descendant parce que ça ne renvoie pas forcément à une couleur. Oui. Mais en tout cas, certains enfants héritiers d'un patrimoine culturel commun n'avaient pas d'espace ou d'outils pour pouvoir avoir des informations sur leurs origines. Et donc, avec d'autres parents, nous avons pensé qu'il était important et même nécessaire de leur trouver des moyens donc de mieux se connaître et de mieux découvrir leur patrimoine culturel. Alors vous êtes enseignante, Marie-Dominique, et donc c'est un complément c'est un complément qui vient en plus de ce que l'éducation nationale peut dispenser comme enseignement à l'enfant. Alors si vous voulez, l'éducation nationale a un programme bien précis qui vise on va dire des objectifs très précis. Donc on ne peut pas attendre, selon moi, de l'éducation nationale que tout soit fait et que des enfants aient voilà, des ateliers de langue, d'histoire, etc. Donc selon moi, il est tout à fait normal qu'il y ait une initiative associative comme ça, qui puisse permettre aux enfants de découvrir d'autres choses. Et pourquoi ne pas aussi à long terme travailler avec des écoles voilà. Ça se fait pas, vous ne le faites pas aujourd'hui. Pour l'instant, ce sont les parents qui emmènent leurs enfants. Quels sont les outils que vous avez à votre disposition justement pour pouvoir dispenser l'enseignement que vous nous travaillons avec des mairies, avec des bibliothèques, avec des écrivains, donc des historiens spécialisés sur les questions donc,
concernant la diaspora et l'histoire de l'Afrique. Donc, ce qui nous permet d'avoir quand même des outils assez sérieux. Et puis, on a également des informations qui nous sont apportées par les familles. Parce que c'est pas rien, il faut mettre aussi les parents à contribution. Et ça, c'est une part non négligeable de l'association. Alors, vous disiez tout à l'heure, est-ce que justement c'est un travail qu'il va falloir faire à un moment donné? Parce que la composition de la France depuis quelques années a énormément changé, notamment en termes de population. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir faire avec l'éducation nationale ou il va falloir faire un travail avec l'éducation nationale justement pour... Je pense qu'à long terme, ça va être... c'est ce qui va se faire. Parce que d'abord, je pense qu'il y a une demande de plus en plus importante et pour que ça ne soit pas fait de manière un peu anarchique, aléatoire, il va bien falloir à un moment qu'on reconnaisse qu'il y a un travail de l'éducation nationale à faire et en partenariat avec des associations, des collectivités, voilà. L'association Apprends-moi à comprendre travaille avec d'autres associations? Oui, ouais. Oui, beaucoup avec d'autres associations. Nous avons par exemple été invités là au Salon du livre de jeunesse afro-caribéen. Donc on a eu un stand, on a exposé, fait des ateliers avec des enfants. À l'extérieur également, avec l'outre-mer, on a des associations aux Antilles qui nous envoient des informations et puis on échange aussi avec des structures municipales, donc pourquoi pas. Combien il y a de membres et comment vous structurez? Quel est le rôle, pas forcément le rôle de chacun, mais comment est-ce que chacun trouve sa place et contribue à la bonne marche de l'association? Alors l'association fonctionne beaucoup avec des bénévoles, avec des parents volontaires et on permet à tout le monde de s'exprimer. Ça veut dire que ce que nous apportons, c'est une synthèse de ce que les parents demandent en fait. Et s'il y a un manque au niveau de l'histoire sur un thème, par exemple, il arrive souvent que les enfants se disent je ne peux pas dessiner je peux pas colorier une princesse ou une reine en noir parce que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a un manque, ça veut dire qu'il y a un besoin, ça veut dire qu'il y a un vide et qu'il est nécessaire de dire aux enfants que dans l'histoire de l'Afrique, de la diaspora, il y a eu des reines. Il y a des reines et on fait un travail de recherche dessus. On a travaillé avec Sylvia Serba qui a écrit Reines et héroïnes d'Afrique et de la diaspora. Donc elle avait les supports adaptés et puis ça a été l'objet d'un mini atelier avec les enfants pour leur faire découvrir ça. Alors justement, qu'est-ce que vous apportez concrètement aux enfants? Ça se matérialise par des ateliers, par des sorties, par des interventions ça peut être des conteurs, des historiens, des écrivains, des philosophes, des mathématiciens. Tous ces gens-là viennent contribuer. Comment tout ça se met en place? Nous les contactons. Tout simplement. Donc quand un parent a une adresse ou que moi je fais un travail de recherche pour entrer en contact avec ces personnes ciblées, on leur propose, on leur présente le projet Apprends-moi à comprendre et puis on leur dit nous on a besoin que des gens spécialisés, qualifiés pour ne pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi viennent parler de ce qu'ils savent sur le thème aux enfants. De manière bénévole, donc on leur demande de nous accorder une demi-heure ou une heure en fonction de leur disponibilité. En général, ça marche très bien. Il arrive très rarement que l'association prépare une contribution ou alors pour remercier l'intervenant, les parents vont se regrouper pour faire un petit présent. Et ça fonctionne comme ça en général. Et ça marche très bien parce que je pense que le problème quand même interpelle plusieurs personnes qui se rendent compte que quand même les afro-descendants n'ont pas forcément accès à une histoire qui les valorise ou à une histoire tout simplement et qu'ils ont besoin de savoir qui ils sont, parce que c'est normal. Les enfants, vous les accueillez à partir de quel âge? Alors, en général,
Je dis aux parents qu'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'âge pour connaître son histoire. Il suffit qu'en dessous de 3 ans, les parents soient là, parce qu'il y a des ateliers pour les tout petits, avec les parents. Des ateliers pour les tout petits, ça peut être quoi? Ça peut être du coloriage, ça peut être des ateliers de modelage, voilà, ça peut être c'est des choses très très simples, mais qui parlent très tôt aux enfants. Et puis ils entendent des comptines, ils entendent des sons, des langues qu'ils n'ont jamais entendues, alors que ce sont entre guillemets les leurs. Et ça leur permet déjà de s'intégrer, je n'aime pas trop l'expression, mais de s'intégrer dans le groupe et de grandir avec les idées de l'association. Les parents, parce qu'on a bien compris que après moi à comprendre, c'était destiné aux enfants, oui. Mais les parents, non seulement sont mis à contribution, mais peuvent aussi bénéficier des enseignements que vous apportez. Ben, vous savez, lorsqu'on dit « apprends-moi à comprendre », bon, normalement c'est l'enfant qui parle, mais on sait très bien que si l'enfant a un besoin, c'est qu'en amont, il y a quelqu'un d'autre qui a un besoin. Et pour ne pas, si vous voulez choquer les parents ou leur renvoyer à eux-mêmes voilà, un manque ou une critique, ben, nous on propose de faire ensemble. Voilà, c'est pas parce qu'on est parent et puis on ne doit pas avoir honte voilà, de ne pas forcément savoir son histoire, sa langue. On va dire, c'est la vie, c'est l'histoire, c'est le parcours de chacun qui explique des choses et on peut construire ensemble voilà, c'est cet enfant qui du coup ne va pas reproduire ou ne va pas avoir les mêmes manques que ses parents. Il y a des parents qui viennent et qui eux ne sont pas du tout... alors soit ils ont déjà leur identité, ils ont déjà tout intégré de leur histoire et ils savent déjà qui ils sont, donc là ça pose pas de problème. Et donc ça suit. Donc l'enfant va suivre et ils vont amener l'enfant à l'association pour lui aussi peut-être lui apporter à l'enfant des enseignements que eux n'auraient pas. Voilà, est-ce qu'il y a des parents qui sont dans l'ignorance totale de leur histoire et qui veulent y rester et qui veulent que justement ça passe par l'enfant? Eh bien, on a tous les cas de figure. Il y a des parents qui sont très avancés de point de vue information sur leur identité. Il y a des parents aussi qui ne savent rien et qui se disent je n'ai pas eu cette chance-là, je voudrais que mon enfant l'ait. Voilà, ils sont dans cette démarche et donc ils viennent pour ça. Mais très rarement, nous avons eu des parents qui restent détachés et puis qui se disent voilà, c'est fait. Ce que l'association et ce que je veux vraiment, c'est que les parents et les enfants poursuivent ce travail à la maison, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc on a des supports, on a des livres, des documents, des vidéos, enfin voilà, on peut proposer plein de supports pour pouvoir échanger à la maison. C'est très important. Il y a une journée, il y a depuis 1991 maintenant, une journée internationale de l'enfant africain. C'est une journée qui est célébrée donc, dans plusieurs pays donc depuis 1991. C'est une journée qui a été créée à la suite des événements de Soweto, des événements de 1976, où il y avait eu un massacre d'écoliers. L'association Apprends-moi à comprendre participe, enfin a rebondi là-dessus et donc célèbre également cette journée. Pourquoi et qu'est-ce que vous proposez au cours de cette journée? Alors, c'est vrai que depuis 4 ans maintenant, nous célébrons la Journée internationale de l'enfant africain parce que c'est le 16 juin et c'est une date historique, enfin, qui est officielle, qui est d'ailleurs à l'UNESCO. Voilà, à l'UNESCO. Et donc, pour nous, c'était important quand même d'avoir une date qui marque les enfants. Parce que cet événement de Soweto, c'est pas rien, ce sont des enfants qui ont voulu réclamer un dû, en fait, qu'ils n'ont pas eu. Ils ont été, entre guillemets, sacrifiés pour avoir demandé de parler leur langue, d'apprendre une langue qui est à eux par rapport à une langue importée, coloniale, etc. Et ça a donné lieu à un bain de sang.
Et pour que ça ne se reproduise pas dans l'histoire et pour que ces enfants de Soweto ne se soient pas battus pour rien, nous avons décidé de chaque année permettre aux enfants, durant cette journée, de faire quelque chose de positif. Ça veut dire que c'est une journée durant laquelle nous invitons des artistes, des écrivains, on met en place des ateliers. Donc toute la journée pour que les enfants puissent découvrir la culture et les langues et les jeux, l'astronomie, les mathématiques, tout. Et comment ça se passe? Quel est le retour des enfants? Quel est le retour que vous en avez? Je pense qu'ils sont heureux puisque dès le mois de janvier, on me demande quand est-ce que c'est la journée internationale. Donc je pense que ça Est-ce qu'ils ont bien intégré, le pourquoi de cette journée? Je pense que même si à leur âge, parce qu'il y a différents âges. Les plus grands, oui, ils savent. Mais pour les tout petits, les plus jeunes, entre peut-être 4 et 8 ans, qui ne savent pas encore exactement à quoi ça correspond, je pense qu'ils retiennent, en tout cas qu'il y a une journée dans l'année où ils sont mis à l'honneur. Et voilà, c'est pas rien. Le but, c'est de savoir que ils valent quelque chose, ils ont de l'importance et que l'estime de soi, en tout cas, grandisse en eux. Le sous-titre de l'association, c'est « L'enfant épanoui deviendra un adulte responsable ». Ça veut dire quoi? L'enfant épanoui sera l'adulte responsable. Ça veut dire qu'un enfant à qui on n'apporte pas un minimum, qu'on ne lui demande pas d'être un adulte apaisé. Parce que quand on est adulte et qu'on découvre à 20, 30 ou 40 ans qu'il y a eu des frontières différentes en Afrique, qu'il y a eu des empereurs, qu'il y a eu un grand passé, ça peut faire mal, ça peut choquer, ça peut frustrer. Et pour éviter ça, je pense qu'il faut rétablir les choses très très vite. Il faut que ces enfants puissent avoir accès à leur histoire pour pouvoir grandir normalement, pour pouvoir grandir comme les autres enfants. Et tous les enfants devraient avoir accès à l'histoire. Et une histoire qui permet de rétablir des vérités. On ne peut pas continuer de dire à un afro-descendant simplement « tu es un descendant d'esclaves, tu es un descendant de colonisés ». Non, pour construire l'homme, il faut, je pense, lui apporter des choses positives. Voilà. Il y a alors les enfants que l'association reçoit, donc est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que ce sont des enfants, par exemple, que vous auriez connus à 3 ans, qui aujourd'hui fréquentent encore l'association, qui grandissent avec l'association, ou est-ce que certains s'en vont et là, le lien ne se fait plus? En général, les enfants grandissent dans l'association. J'en ai vu naître. Il y en a qui sont en préparation et puis qui vont donc arriver dans l'association, c'est bien. Il y a des parents aussi qui viennent pendant un moment. Voilà, ça peut être 1 année, 2 années, et puis je pense qu'ils sont soit ils ne sont plus dans le besoin, ou alors ils ont d'autres préoccupations, mais je pense que ils ne peuvent pas forcément suivre, parce qu'il y a un rythme aussi, il faut dire. Dans la vie, elle est très bousculée. Il y a les occupations professionnelles et certains parents me disent on est loin, c'est le samedi après-midi, on est fatigué. Pour certains, c'est ça. Mais sinon, la plupart du temps, j'en vois depuis 4-5 ans maintenant et je les vois grandir. Je les vois bien, voilà. Alors est-ce que pour ça, justement, pour les parents qui ne pourraient pas ou qui n'auraient plus le temps de se déplacer, est-ce que ce ne serait pas bien de créer des petites structures qui iraient justement à la rencontre des enfants et des parents, plutôt que de leur demander de venir à l'association régulièrement? Alors, nous, on peut se déplacer, parce qu'on est appelé dans des villes en province, voilà. C'est simplement que on a besoin de bras, de bénévoles, de personnes partantes. Si on nous appelle en disant dans telle ville il y a un événement où on peut le faire, mais c'est vrai que je pense que ça va nécessairement arriver, parce que
Le besoin est partout et on a des mails, des messages de parents qui sont au Mans, à Montpellier, au Canada. On a pour la journée internationale des parents qui font le voyage pour assister à l'événement. Et donc ça veut dire que il va falloir y penser sérieusement. Et l'objectif, c'est d'ailleurs d'avoir un espace dans lequel justement les gens pourraient venir et trouver de manière régulière des informations et que les enfants puissent apprendre, se documenter, voilà. On va marquer une petite pause, Marie-Dominique Papal. On va écouter votre morceau préféré. Ambalo aondako anamenando ama ngari ngolala obota adenenkoa awana adenenkoa ama
Bon, alors, il n'y avait pas de clip. Le morceau, c'était Pierre Akedengue, Awana ou Africa. Pourquoi ce titre, Marie-Dominique? D'abord parce que c'est ma langue maternelle. Ouais. Comme ça, c'est très clair pour moi. Et comme vous l'avez prononcé très bien, Awana ou Africa, ça veut dire les enfants de l'Afrique. Et dans cette chanson qui est pour moi voilà, quelque chose de très précieux, Pierre Akedengue s'adresse non pas à ces enfants qui sont sur le continent, mais à ces enfants qui sont à travers le monde, à travers la diaspora. Donc c'est une chanson qui me parle et je pense qu'il parle à beaucoup d'autres personnes. Et que moi en particulier, puisque ça me rappelle toute mon enfance. Quel est l'apport justement de la musique? Vous servez par exemple de supports musicaux comme cela ou autre chose pour faire un travail avec les enfants? Oui. Mais par exemple, cette chanson de Pierre Akedengue, Awana ou Africa, on a étudié les paroles avec les enfants. Ils ont compris donc le sens de la musique. Enfin voilà, on se sert beaucoup de grands artistes comme ça qui chantent en langue traditionnelle en fait pour pouvoir permettre aux enfants de se connecter aux langues, mais de manière ludique, pas trop, vous voyez, académique, avec des règles très précises, parce que ça peut aussi donner des choses très belles. Des comptines en langue, il y en a aussi énormément. Et puis, je pense qu'avec ça, ils peuvent reconnaître. Il y en a qui vont vous dire « Ah ben ça c'est du lingala, ça c'est du créole de telle région ». Voilà, ils savent, ils comprennent très vite. Mais vous avez, alors, outre la musique ou les comptines, vous avez une autre façon de leur apprendre les langues? Pour leur apprendre les langues, effectivement, on met... Vous leur apprenez à parler, par exemple, lingala, vous leur apprenez le créole, vous leur apprenez... Oui, on fait appel à d'autres associations qui sont spécialisées. D'accord. Donc, pareil, on leur demande un créneau avec les enfants de l'association Apprends-moi à comprendre. Quand il y a un parent qui peut le faire et qui a des bases et qui est spécialisé entre guillemets dans la langue, on lui demande également. Mais en général, ce sont des associations avec des professeurs spécialisés qui viennent dans Apprends-moi à comprendre pour mettre en place des ateliers d'initiation. Et on propose aux parents de entrer en contact avec l'association pour prolonger régulièrement s'ils veulent des cours. Voilà. Mais nous, l'objectif est que chaque afro-descendant puisse au moins savoir quelques mots ou quelques notions, des notions dans chaque langue. On ne peut pas, comme ça, être étranger à l'autre alors qu'on a la même souche en fait. Voilà. Pour apporter toutes ces connaissances aux enfants, notamment les connaissances historiques, les connaissances sur leur passé, sur ce qu'ils sont, sur leur identité, sur quoi vous vous basez, quels sont les supports que vous avez et quels sont les intervenants que vous avez? Effectivement, bon déjà moi-même je suis enseignante, je suis professeure de philosophie, donc je cible, et puis ce sont des sujets que j'ai énormément abordés. À chaque fois qu'il y a un thème avec un atelier dans un domaine précis, systématiquement, je fais appel à, par exemple, si c'est de l'histoire, à un historien. Donc en général, ce sont des enseignants qui sont en activité et ils viennent par rapport à un thème ou alors un thème qu'ils ont abordé dans un de leurs écrits ou dans une conférence. Voilà, ils viennent, ils adaptent un petit peu leur travail aux enfants, au public qu'ils auront, et puis ça se passe comme ça en général. Sinon, ce sont des écrivains, des fois des parents même, qui sont dans l'association mais qui ont écrit, qui ont fait un travail. Et enfin, il faut toujours qu'on vérifie en fait les sources et le sérieux de la chose, parce que apporter des connaissances aux enfants, oui, mais pas n'importe lesquelles. Et il faut que les fruits soient bons, voilà. Est-ce qu'un enfant, quand il est relativement jeune, parce que est-ce qu'il a réellement conscience de sa différence? À quel moment il a conscience de sa différence? Eh bien, croyez-moi, quand vous avez un enfant de 3 ans, de 4 ans qui dit aujourd'hui, qui revient tout penaud le soir à la maison et qui dit « on m'a dit que j'étais un caca »,
ou alors on m'a dit que tu ne joues pas avec nous parce que tu as une autre couleur, tu n'es pas comme nous. Là, on se dit qu'il y a quelque... Ouais, oui, ça existe, c'est très, très, très fréquent. La moitié, même plus, des parents que nous avons dans l'association ont été confrontés à la chose et ne savaient pas comment... eux-mêmes tombaient des nues et ne savaient pas comment répondre en fait à l'enfant. Donc trouver les mots pour dire non mais tu es beau, tu es... etc. C'est tout simplement... Justement, alors, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour redonner confiance à l'enfant? Comment est-ce qu'on fait pour lui expliquer? Vous savez, ce qui est simple, c'est de comprendre que il ne faut pas dire à l'enfant que le monde va changer du jour au lendemain. Ça, c'est faux. Par contre, ce qu'on peut lui dire, c'est que lui, il peut construire quelque chose à l'intérieur de lui-même pour faire une barrière contre, entre guillemets, tous ces mots, toutes ces choses qui ne sont pas très faciles à accepter et qui ne sont pas vraies d'ailleurs. Et c'est pourquoi nous, dès le plus jeune âge, dès que les enfants arrivent dans l'association, on fait ce qu'on appelle des ateliers d'estime de soi. C'est tout simple, on va dire à l'enfant pourquoi il est ce qu'il est, pourquoi est-ce qu'il est beau, pourquoi est-ce que être différent des autres, c'est normal. Après tout, il suffit de changer de région pour que les rôles s'inversent en fait. Et voilà, on va lui expliquer que lui, il a quelque chose en plus, ça s'appelle la mélanine, etc. Et voilà, ça s'explique. Et les enfants ne savent pas, on ne leur a pas dit, même à l'école. On ne leur a pas dit dans des cours, même les plus grands de biologie ou quoi que ce soit, on ne leur a pas expliqué la différence de la pigmentation en dehors de l'esclavage. On ne leur a pas dit celui qui est noir est forcément inférieur parce que ça a arrangé un peu le discours, mais on ne leur a pas dit les vérités. On ne leur a pas dit que simplement, scientifiquement, les choses s'expliquent et que c'est une différence de degré au niveau de la mélanine. C'est tout simple, on peut expliquer ça à des enfants. Est-ce que si par exemple on crée la barrière dont vous parlez, créer cette barrière en disant à l'enfant qu'il est ce qu'il est autrement, est-ce que justement ce n'est pas créer un fossé entre lui et le reste du monde? Moi je pense que le fait que lui soit victimisé entre guillemets ou soit agressé de manière frontale par d'autres enfants qui sont eux-mêmes ignorants en fait des causes qui les déterminent à parler de telle ou telle manière, on est déjà sur un terrain qui va déconstruire l'enfant et c'est pas rien. Un enfant à qui on n'apporte pas de réponse va finir par ne plus se plaindre à la maison, ne va plus dire ce qu'on lui a dit parce que de toute façon il n'y a pas de réaction de la part des parents. Il va finir par grandir en étant renfermé dans sa coquille. Tout ça, ça va s'extérioriser pendant l'adolescence et on va récupérer un adolescent la plupart du temps très 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 mal dans sa peau. Et je pense que quand on fait un travail sérieux très tôt et normal, c'est-à-dire qu'on dit à l'enfant non, tu n'es pas laid, tu n'es pas ce qu'on te dit, tu es différent et que ça soit quelque chose de sûr pour lui, on pourra tout lui dire, ça ne sera pas vrai. Et je pense qu'au contraire, ça va lui permettre d'aller vers les autres parce qu'il aura besoin d'expliquer qui il est, qui il est véritablement. Quand les enfants aujourd'hui arrivent, de ceux que vous avez vus dans l'association, arrivent aujourd'hui à exprimer ça, à dire je suis ce que je suis et je veux te montrer qui je suis et je veux... Ils arrivent à l'exprimer comme ça? Tu sais, on est pareil. Il y en a qui disent mais tu sais, on est pareil. Moi aussi, je suis français. Moi aussi, j'ai fait l'histoire de France. Et tu sais, la France, c'est ça, c'est la différence. C'est tout le monde réuni. Et puis regarde autour de toi, c'est comme ça que ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça surprend, mais ça marche. Ouais. Voilà. L'autre réagit bien. C'est un message qui est. En général, l'autre court se renseigner pour voir si c'est pas vrai. Et puis d'ailleurs, c'est tellement évident. Il regarde autour de lui et puis se dit finalement c'est vrai. Enfin, voilà. Ça sera un monde unicolore et je vois pas ce que ça pourrait produire de positif. On a une question, Marie-Dominique, dans cette émission qui revient. Cette question, c'est qu'avez-vous fait, que faites-vous et que souhaitez-vous faire pour changer le monde? Oh là là. Pour changer le monde. Je pense qu'apprendre à comprendre, c'est pas grand-chose, mais que
ça pourrait apporter aux enfants, à tous les enfants, indépendamment de la région dans laquelle ils vivent, de la langue, de la culture, etc. Le fait de leur apporter la notion d'égalité et de leur faire comprendre tout de suite qu'ils sont prédisposés à construire ensemble un autre monde. Enfin, si on me donnait les outils pour leur dire ça, je serais heureuse. Pour vous, ça passe de toute façon par les enfants? Ça serait, je ne voudrais pas vous décourager, mais je compte beaucoup sur eux, avec le soutien des parents, mais je pense que ce sont les futurs adultes de demain. Et si on veut avoir un autre monde, il faut bien qu'on les prépare à aller ensemble. On est dans un monde globalisé, on est dans le contexte de la mondialisation. On ne peut plus se permettre de dire aux enfants, ben, toi tu vas faire ça ici et puis là. Ils seront tous concernés par les phénomènes que nous connaissons déjà. Et on est obligé d'uniformiser leurs connaissances et leur savoir à travers la planète. Voilà, je pense que si j'avais la possibilité de le faire, mais peut-être que ça prendra beaucoup de temps. Vous avez 4 enfants, Marie-Dominique. C'est parce que, oui, c'est parce que vous avez eu, vous, envie de partir d'eux pour leur apprendre ce que vous avez envie d'apprendre à tous les enfants. Et qu'est-ce que vous leur apprenez aux vôtres? Effectivement, de s'occuper de tout le monde et des associations, mais les vôtres, ils grandissent aussi dans l'association, ils grandissent aussi avec l'association. Et qu'est-ce que vous leur communiquez au quotidien? Si vous voulez, l'association, c'est leur travail. Enfin, quand je dis c'est leur travail, c'est eux qui l'ont produit. Parce que si je n'avais pas mes enfants, si je n'avais pas eu à me poser ces questions, à me dire par exemple qu'il faut absolument aller dans les musées, à me retrouver toute seule et à me dire avec d'autres parents ça serait peut-être mieux. Voilà, s'ils n'étaient pas là, peut-être que je n'aurais pas eu le courage d'aller jusque-là. Mais je pense que c'est vrai, ils en ont besoin. Je vois qu'ils sont épanouis avec dans l'association. Ils réclament les ateliers, de voir leurs copains. Ils aiment, ils ont grandi là-dedans et ils grandissent avec l'association. Je pense qu'en les observant, je peux me dire que ce sont des enfants qui lorsqu'ils se présentent devant des personnes, ne sont pas préoccupés par leur couleur, par leur... voilà, s'ils ont besoin dans une bibliothèque ou dans un magasin de demander quelque chose, ils vont vers le vendeur, bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir... Et ça, je trouve que c'est le plus beau résultat qu'on puisse avoir, apprends-moi à comprendre. De l'assurance. Oui, ils ont de l'assurance, et puis pour eux, si vous voulez, la question identitaire ou raciale est tellement inexistante parce que c'est normal. Voilà, ils ont des réponses, donc ils y vont, quoi. Ils ont envie de faire tout ce qu'ils veulent. Ma fille a croisé une dame dans le bus qui lui a dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et bien, elle lui a répondu « Moi, je veux travailler à la Défense. » Et la dame a dit « Pourquoi ?» Elle a dit « Parce que quand on est dans des bureaux en haut, on voit tout Paris. » Voilà. Donc c'est bien, ça montre que, voilà, mon fils, pareil, quand on lui demande ce qu'il veut faire, il dit que il veut être président de la France, parce que c'est possible. Bien sûr. Voilà, donc vous voyez, ils sont complètement à l'aise dans tout ce qu'ils veulent faire, et puis ils visent le maximum, et ils ne se disent pas, moi je veux, peu importe ce qu'ils vont faire, mais il faut qu'ils soient les meilleurs dans les domaines qu'ils vont aborder. Et qu'ils ne se disent pas, je suis noir, je ne peux pas faire. Ça, je pense que... Ça, c'est un discours que vous ne voulez plus entendre. C'est quelque chose de... On peut tout faire, quelle que soit la couleur et quel que soit qui on est, on peut faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Je rebondis sur les musées. Vous avez parlé des musées tout à l'heure. Quand vous allez au musée, c'est pourquoi? Vous allez chercher quoi? Vous allez, en tout cas, les enfants en retiennent quoi? En recueillent quoi? Je pense d'abord que pour certains, l'accès à la culture, c'est pas quelque chose pas d'évident, mais de quotidien. Enfin, aller comme ça dans un musée et pour certains parents, ça peut déjà être la barrière au niveau des tarifs, hein, ça peut être l'organisation, etc. Le fait d'y aller en groupe, de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels, etc. Et puis d'avoir
un parcours différent, parce que ce que je fais en général, c'est que j'essaye d'adapter un peu le parcours aux enfants. Quand il n'y a pas de support proposé pour l'activité, moi je crée des petits supports. On était sur le thème de la Côte d'Ivoire, par exemple. Il y avait une superbe exposition au musée du Quai Branly sur les sculpteurs de la Côte d'Ivoire. Et puis les enfants ont découvert et la géographie, et l'histoire, et la cuisine, etc. On était sur le thème de la Côte d'Ivoire, donc il faut que ça soit complet. On ne leur dit pas l'Afrique a un patrimoine si on ne leur montre pas ce patrimoine. Donc on y va. Et puis c'est partout. On ne dit pas, moi je ne connais pas cette culture-là parce que je n'y suis pas, et on leur montre que c'est partout. C'est dans les musées, c'est pas quelque chose d'étranger. Il faut y aller, il faut voir, et après on peut dire qu'on aime, on n'aime pas, et on peut choisir. Ils y vont tous, quel que soit l'âge? Oh oui, tous, quel que soit l'âge, avec les parents. Ça fait une sortie en famille en plus, donc c'est bien. On a des copains, on a une sortie en famille, on a le goûter. Ça marche bien, les sorties. On va maintenant parler de votre livre de chevet, celui, voilà, votre livre préféré, enfin celui que vous avez choisi en tout cas. Alors il s'agit de Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop, pardon. C'est un livre qui est sorti en 1955, donc c'est pas tout jeune. Cheikh Anta Diop, c'est l'historien qu'on ne présente plus. Pourquoi, qu'est-ce que raconte ce livre, et pourquoi avoir choisi celui-ci? Bon, d'abord, vous allez me dire que je ne prends que des références un peu entre Akelingue et Cheikh Anta Diop. Ouais. Bon, voilà. Et ben, ce livre, Nation nègre et culture, pour moi, c'est pas un livre, c'est un apport à l'histoire. À l'histoire, à la jeunesse africaine, aux générations futures. Je pense que Cheikh Anta Diop lui-même n'a pas mesuré la portée des thèses qui soutient à l'intérieur de ce livre. Parce que quand, vous savez, vous arrivez à un certain âge à la faculté et que vous ne savez pas vraiment ce que vous êtes. Moi, j'étais à une époque, quand j'ai découvert le livre, où j'étais vraiment perdue. Perdue dans le sens où j'avais énormément de culture, mais pas la culture qu'il fallait, parce que je ne savais pas grand-chose. Et puis à un moment, je me suis dit, on m'a dit, un grand philosophe a dit que l'Afrique était un continent sans histoire. Puis comme je me réclamais de cette philosophie, j'ai découvert ça m'a un peu secoué, oui. Puis je me suis dit, mais je ne suis pas concernée par le discours du philosophe, et il faut absolument que je trouve des réponses. L'Afrique n'a pas d'histoire. Et puis là, j'ai commencé à parcourir les bibliothèques de Paris, et à chercher en disant, il faut qu'on me réponde. Voilà. Et j'ai trouvé Nation nègre et culture à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et je l'ai lu pendant... Je revenais à la bibliothèque pour le lire, donc pendant une semaine, et puis j'ai découvert là-dedans que l'Égypte antique était noire, que finalement l'Afrique avait des connexions au niveau des langues, etc., avec l'Égypte, et que finalement ce patrimoine que l'humanité se revendique, l'Afrique aussi pouvait y adhérer. Et voilà, et ça m'a construit, et ça m'a permis de comprendre. C'est un peu ce qui m'amène aujourd'hui à faire Apprends-moi à comprendre. Il faut comprendre très très vite pour ne pas se retrouver isolé et perdu, et avoir un travail de recherche à faire pour comprendre les choses et tout remettre. Voilà. Les thèmes qui sont développés dans ce livre, vous trouvez que ce sont encore des thèmes qui sont encore d'actualité? Je pense, oui, et même les thèses de Cheikh Anta Diop font toujours débat, et on dit qu'un bon livre, c'est celui qui donne à peu près 50 écrits après, et il y a des critiques. Ça fait 62 ans quand même qu'il est sorti. Oui, mais les critiques, tous les jours, on a des critiques positives ou négatives, en tout cas des critiques de Cheikh Anta Diop, ou des interprétations, etc. Et je trouve que ça me fait penser un peu au travail de John Rawls, qui a écrit La théorie de la justice, et qui a eu plus de 50 ou une centaine de critiques de son œuvre. Ça montre la portée d'une œuvre, et surtout la pertinence. Ça veut dire que c'est pas rien. Si tout le monde s'y intéresse, et si on veut écrire pour ou contre Cheikh Anta Diop, c'est qu'il y a matière à discuter. Alors en 1955, quand Cheikh Anta Diop a sorti ce livre, il parlait de création d'un État fédéral continental africain. Aujourd'hui, il en est quoi? Aujourd'hui, on n'a plus
on a plus de 54 États sur le continent. On a des conflits, on a des difficultés peut-être économiques, mais derrière cette façade, on oublie qu'il y a cette Afrique qui vit, qu'on ne présente pas souvent, qu'il y a cette Afrique qui, sur le plan économique aussi, se défend bien. Cette Afrique des cultures, cette Afrique de l'accueil, du savoir, de la tradition. Enfin, il y a des choses qui vivent et qui font en sorte que toutes ces frontières sont effacées, parce que je peux vous dire que quand vous allez sur le continent et que vous abordez les gens avec simplicité, peu importe où vous êtes en Afrique, vous allez être accueillis comme il faut. Je pense que cette unité, elle est là, elle réside dans cet héritage qu'il faut revaloriser. Cet État fédéral, si aujourd'hui on peut difficilement y croire, moi j'y crois, parce que je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. On a l'Union européenne, on a les États-Unis, voilà, on a des grands blocs comme ça à l'heure de la mondialisation. Est-ce que les États africains peuvent être effrités comme ça, les uns à côté des autres, et attachés encore à des grandes puissances qui ont un peu un regard paternaliste sur le continent? Je pense qu'on doit revoir l'organisation de l'espace politique mondial pour que les choses s'apaisent, parce que sinon on va dans le mur. Regardez. Voilà, la Libye qui nous parle, et puis comment faire? Là, on devrait avoir des États africains soudés qui prennent les choses en main, donc il faut des États forts. C'est le discours de beaucoup de personnalités africaines. Donc effectivement, il faudrait, c'est effectivement la solution, mais comment y arriver? Voilà. Vous retournez souvent, Marie-Dominique, quand vous faites beaucoup de retours en Afrique, de ressources, vous y emmenez vos enfants. Alors votre époux est afro-guadeloupéen. Il a aussi, vous lui fait un retour régulièrement en Guadeloupe, oui, mais en Afrique. Tout à fait. On est rentré il y a peut-être 2 mois maximum. Enfin, on y a été durant l'été, et ça m'a permis, moi, de présenter l'association. Parce que, apprends-moi à comprendre, c'est pas que ici, et tous les enfants afro-descendants en ont besoin. Même les petits sur le continent aussi doivent savoir, parce qu'ils ont une histoire qui ne parle pas forcément à leur... qui ne concerne pas forcément ce qu'eux sont. Et les ateliers Apprends-moi à comprendre, aussi bien au Gabon, ont très bien fonctionné durant l'été qu'ici. Et effectivement, avec mes enfants et mon mari, nous sommes allés sur le continent. On a donné à des associations des petits lots que nous avions dans l'association Apprends-moi à comprendre. Et ça m'a permis aussi de leur montrer cette part d'eux-mêmes dont ils ont besoin. Pour certains de mes enfants, c'était la première fois qu'ils y allaient, et c'était un voyage initiatique. C'est le contact avec le continent, et je pense que c'est ce que tous les parents qui peuvent devraient faire, en fait, aller sur place et vivre les choses différemment, pour sortir un peu de la théorie et faire les choses clairement. Vous envisagez à plus grande échelle que l'association puisse faire des échanges comme ça réguliers entre la France et en tout cas le continent européen et le continent africain? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il n'y a aucune barrière. Les afro-descendants à travers la planète doivent se rencontrer partout. Donc effectivement, je compte aller dans les Caraïbes, en Amérique, en Afrique, en Asie s'il le faut, en Europe de l'Est. Voilà, il y a des afro-descendants partout, et le discours, on ne peut pas le cloisonner, on ne peut pas dire eux vont attendre et puis voilà, c'est urgent. Donc si des personnes m'appellent en disant écoutez, votre projet, apprends-moi à comprendre, de faire des ateliers pour parler de l'histoire de l'Afrique et de leurs origines à ses enfants, ben oui, et pourquoi pas d'autres aussi enfants qui viennent, parce qu'il faut découvrir ce que c'est, voilà, il n'y a pas de barrière.
C'est important pour justement ce vivre ensemble, que non seulement sur le continent africain, on voit comment on vit ici, mais en fait, il faut qu'il y ait un apport et un échange des deux côtés. Il ne faut pas que ce soit toujours l'Europe qui aille montrer, voilà, nous, on sait faire ça, mais qu'il faut qu'on puisse à un moment comprendre que l'Afrique a énormément à montrer et qu'on puisse le voir à un moment, surtout le voir, l'entendre, le comprendre. Tout à fait. Et en plus, là, j'ai été contactée vraiment très récemment par une association au Sénégal qui aimerait faire un séjour ici avec des enfants du Sénégal et rencontrer l'association et faire des sorties, etc. Donc, nous, ça nous permet d'avoir un contact et puis d'y aller aussi, donc de faire des échanges comme ça. Et je pense que c'est très, très riche pour les enfants et même pour les familles, quoi. Alors, ça reste toujours associatif, donc c'est vraiment des échanges entre associations. Est-ce qu'on peut à un moment voir ça à plus grande échelle et se dire, eh bien, peut-être que l'éducation nationale pourrait participer également à ce projet? Ben, ce serait l'idéal, parce qu'on aurait plus de moyens, je vous le dis franchement. Et puis, ça permettrait peut-être de faire en sorte que le projet perdure et que ça puisse devenir quelque chose de normal. Parce que c'est normal d'apprendre son histoire. C'est pas un exploit. Et certaines personnes me disent, mais c'est magnifique, c'est super ce que vous faites. Je dis, c'est normal. Pour moi, c'est évident, mais peut-être que... Voilà. J'espère que ça va devenir évident pour le plus grand nombre de personnes possible. On va maintenant passer à votre objet fétiche. C'est un rituel aussi dans l'émission. Vous êtes venu, vous nous avez apporté un objet qui vous tient à cœur. Je vous ai apporté mon premier ouvrage qui est publié aux éditions Apprends-moi à comprendre, parce que je vous parlais tout à l'heure de subventions et d'aides, parce qu'une association ne fonctionne pas sans rien. Et donc l'association Apprends-moi à comprendre se lance dans l'édition. Et donc j'ai publié ce petit livre qui est un livre d'initiation à la réflexion philosophique. Donc c'est Le Monde d'Inina. C'est le premier ouvrage de l'association. Et avec ce que nous récoltons donc, à partir des ventes, ben, ça nous permet d'avoir des projets plus grands, obtenir un local à nous, pouvoir faire des voyages plus régulièrement sur le continent ou ailleurs, enfin voilà. Alors ça parle de quoi? Alors juste une question avant, je vois que tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez association, vous ne pensez qu'à l'association, tout tourne autour de l'association Apprends-moi à comprendre. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, enfin j'ai l'impression que c'est tous les jours, tout le temps. Et avec tout le monde et toute la famille. Bon, effectivement, vous allez voir que le photographe, c'est mon mari. Donc, de l'association. Mais effectivement, non, on a quand même des petits moments où on fait des breaks et puis on part et puis on fait autre chose. Mais c'est vrai que lorsqu'on a un projet et lorsqu'on a quelque chose qui nous tient à cœur, et on le fait à 100%. Il y en a qui aiment le vélo, puis d'autres qui aiment, voilà, nous, c'est Apprends-moi à comprendre. Voilà, et donc ce livre vraiment me tient à cœur. Ça parle de quoi, Le Monde d'Inina? Vous voyez, le premier chapitre répond à une question que vous m'avez posée. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant dont l'identité est remise en cause ou malmenée? Là, le premier chapitre dans Le Monde d'Inina, c'est « Et moi, qui suis-je » Voilà, donc c'est simple, c'est illustré, et puis je me suis inspirée des expériences des enfants. Donc là, ce sont des enfants qui sont dans la cour de récréation, ils reçoivent une nouvelle élève et puis lui demandent « Mais toi, qui tu es et pourquoi tu es noir ? Pourquoi tu es noire ?» Et Inina répond « Voilà, je suis noire parce que ma maman m'a dit que j'étais une princesse. » Et puis un autre ami dit « Mais moi, mes parents m'ont dit qu'apparemment, il y a une histoire de mélanine. Voilà, je suis plus foncée, j'ai une pigmentation. » Voilà. Puis ils s'expliquent entre eux, parce que les enfants, entre eux, ils savent très bien dire les choses. C'est peut-être nous, les adultes, qui les perturbons des fois avec nos réflexions et nos remarques. Et puis voilà, donc le livre aborde des thèmes comme ça, la colère, la solidarité, le bonheur, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, voilà. Ce sont des sujets, je pense, qui intéressent d'autres enfants, d'autres familles, que des parents et des enfants
mis en évidence dans l'association, donc c'était un besoin, ça répondait à un besoin que vous aviez plutôt que de toujours dire des mots et de réexpliquer la même chose, c'était le moyen de les coucher sur le papier et d'avoir les réponses dans un... Exactement. Là, pour les parents qui se posent certaines questions, ben voilà, c'est une manière aussi de répondre. Et puis, il y aura d'autres réponses, parce que là, j'ai abordé 8 thèmes et il y a d'autres questions, il y a plein de choses à faire et c'est génial. Enfin, moi, je trouve que c'est génial, quoi. Donc, Qu'est-ce que va faire l'association demain, enfin aujourd'hui, demain? Quel projet elle a? Quel projet vous avez encore avec cette association? Où est-ce que vous avez envie de la mener? Qu'est-ce que vous espérez pour cette association aujourd'hui? Ben vraiment, comme on le disait précédemment, je voudrais qu'Apprends-moi à comprendre grandisse, qui est partout des structures, enfin voilà, des ateliers qui soient mis en place pour que les enfants puissent avoir accès à leur culture, à leur éducation, à leur patrimoine culturel. J'aimerais aussi obtenir vraiment un espace régulier qui puisse être ouvert donc aux familles pour pouvoir faire entre guillemets école avec leurs enfants. Et j'aimerais bien aussi que l'association Apprends-moi à comprendre puisse être davantage connue à l'extérieur, parce que ça peut inspirer d'autres personnes. Et vous faites quoi pour ça, alors, justement? Ben, je prends contact avec d'autres associations régulièrement, je contacte des ambassades, je contacte des structures publiques, voilà, pour que on puisse être connu. Ça, ce sont des choses qui portent des fruits aujourd'hui, ou oui, qui commencent à porter des fruits en tout cas? Oui, parce que pour la journée internationale, vous voyez, on a eu l'honneur d'accueillir certains conseillers culturels d'ambassades qui sont intéressés, qui nous proposent durant des événements de proposer nos publications dans leurs ambassades pour pouvoir communiquer et puis se faire connaître. Donc ça, c'est déjà positif. Puis j'espère qu'à long terme, on pourra trouver dans des bibliothèques, des espaces publics aussi ici, des ouvrages comme ça. Voilà. Merci Marie-Dominique Papal. On va juste rappeler où est-ce qu'on peut rencontrer l'association, vous rencontrer, voir si les gens sont intéressés. En tout cas, je pense que beaucoup de gens vont être intéressés. Mais maintenant, comment savoir où vous trouvez, où vous rencontrez? Alors, nous sommes situés dans le 13e arrondissement. On a un nouvel espace qui est au 101 rue du Moulin des Prés. Donc c'est le métro Tolbiac pour les ateliers. Et puis autrement, les ouvrages et tout ce qui tourne autour de l'association, vous pouvez nous rentrer en contact avec nous à partir du blog. Donc c'est apprends-moi à comprendre.eclatblog.net. On a également une page Facebook. Donc vous pouvez taper apprends-moi à comprendre et voir ce que nous faisons régulièrement. Voilà. Et puis à la librairie Présence africaine à Paris, vous trouvez le livre Le Monde d'Inina. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça, ça sera noté. Donc l'association Apprends-moi à comprendre à Paris, dans le 13e. Nous étions avec Marie-Dominique Papal-Igobo. Merci en tout cas d'être venue et d'avoir répondu à notre invitation. Et puis on souhaite beaucoup de beaux projets à l'association Apprends-moi à comprendre et une longue vie. Et encore beaucoup d'enfants qui apprendront, auront accès à leur histoire et découvriront leur identité et n'en auront pas peur. Merci d'être venue. Merci à vous. Et puis je vous remercie de nous avoir reçus chez vous. À une prochaine fois. À bientôt.